Bonjour tout le monde. Écoutez, on est très nombreux ce matin pour ce nouveau rendez-vous statut, donc bienvenue à tout le monde. Merci pour votre participation. Alors ce rendez-vous statut va être consacré à deux sujets essentiellement, puisqu'il y a un sujet d'actualité depuis le 1er mars là, qui est récent, qui concerne la rémunération des congés maladie ordinaires, donc qui passe de 100% à 90%. Alors, on va vous présenter ce sujet-là en détail pour que vous puissiez appréhender ces nouveautés et les nouvelles modalités d'indemnisation des congés de maladie ordinaire. Donc, 4 collègues seront à la manœuvre sur ce sujet. Charline Bernade, Pierre Vier, Rebecca Robert et Sandra Galissard. Et ensuite, la deuxième partie de notre rendez-vous statut sera consacrée au droit à la formation. Donc là, vous aurez un aperçu très précis sur quels sont les droits et les obligations en matière de formation. Et pour ce faire, c'est Morgane et Ludovic qui vont présenter cette partie-là. Voilà. Donc, comme d'habitude, on utilise le chat pour poser des questions. Hein, n'hésitez pas. On a des modérateurs de chat qui interviennent. Donc, tout ça est organisé. Et on a désactivé les micros de tout le monde pour faciliter, éviter les échos et faciliter les discussions. Donc, cet échange se veut interactif dans l'idée où si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Comme d'habitude, si on n'est pas en mesure de répondre à certaines choses, on reviendra vers vous, on complétera tout ça, il n'y a pas de difficulté. Je vais donc laisser la parole à mes collègues pour la présentation du premier point. Charline, Sandra? Ah, c'est les joies du direct. Hein. Alors. Alors, la slide a bougé, mais j'entends personne parler. Alors, peut-être que c'est que moi qui n'entends pas, mais... Est-ce que tu peux prendre le relais sur la présentation, s'il te plaît? Qui ça, Charline? On ne vous a pas entendu. Pour le cadre juridique. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous assurer que c'est pas le vôtre. Excusez-nous. Ouais, les micros fonctionnent, c'est bon. Ah, ça fonctionne là, oui. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous laisse la parole, Pierre. On y va? Oui, allez, c'est parti. On peut y aller. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pierre Vier. Bon, vous me connaissez au niveau du conseil médical. J'échange avec certains d'entre vous au quotidien. Voilà. Donc, au niveau on commence le cadre juridique, bien sûr. On a deux textes fondateurs sortis récemment, bien sûr, pour les fonctionnaires titulaires CNRACL, fonctionnaires titulaires Ircantec. On a la loi numéro 2025-127 du 14 février 2025 pour l'année qui est sortie récemment. Et pour les contractuels, bien sûr, on a le décret numéro 2025-197 du 27 février 2025. Donc, c'est très frais, très récent. Donc, pour le champ d'application, là, on est bien sur le congé de maladie ordinaire. Attention, on n'est pas sur le congé de longue maladie, le congé longue durée, le congé de grave maladie ou le congé supplémentaire lié à un état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches. Alors, pour rappel, le congé longue maladie, longue durée, grave maladie, sur ces trois congés, ça passe en conseil médical. Il y a une saisine du conseil médical. Donc ensuite, comme vous le savez, pour le congé longue maladie, longue durée, grave maladie, bon, longue maladie, longue durée, c'est pour les titulaires CNRACL, grave maladie, c'est pour les titulaires Ircantec ou contractuels Ircantec. Et pour ces trois congés maladie, encore une fois validés en conseil médical, toute la première année et le premier jour aussi, parce que généralement, le congé maladie ordinaire, l'intégralité est requalifiée en congé longue maladie, longue durée ou grave maladie quand c'est la même pathologie. Dans 95% des cas, c'est la même pathologie. Toute la première année, sur ces trois congés maladie, sont à 100%. Et il n'y a pas de jour de carence qui s'applique pour le congé longue maladie, longue durée, grave maladie. Donc, ce qui fait que même le premier jour est à 100%.
Par contre, au niveau du congé maladie ordinaire, là on est toujours sur le champ d'application, mais pour le congé maladie ordinaire, on a, pour rappel, pour les fonctionnaires, là je parle des fonctionnaires, on a un délai de carence qui s'applique sur le congé maladie ordinaire, c'est-à-dire que le fonctionnaire ne perçoit pas sa rémunération au titre du premier jour de maladie ordinaire. Par contre, voilà, le délai de carence ne va pas s'appliquer, comme je vous l'ai dit, sur le congé longue maladie, longue durée grave maladie et aussi le CITIS. Le CITIS, comme vous le savez, c'est le congé pour maladie professionnelle, enfin congé pour invalidité temporaire imputable au service en lien avec une maladie professionnelle ou un accident de service lorsqu'il y a des arrêts, notamment, lorsque l'agent est en arrêt, que la maladie professionnelle, l'accident de service a été reconnu. Là, il n'y a pas de journée de carence, bien sûr aussi. Voilà pour le champ d'application. Donc pour la baisse de l'indemnisation des CMO, sur la diapo suivante, donc là en effet, la grande idée c'est que la période de CMO qui précède le passage à demi-traitement est désormais indemnisée à hauteur de 90%. Donc voilà, là c'est très important, mais il y a une subtilité en fonction des cas, on va le voir sur la diapo suivante. Donc là, on parle des CMO qui ont été accordés à compter du 1er mars 2025, mais il peut se passer 3 hypothèses. Donc si on est dans la première hypothèse, j'ai envie de dire la plus simple, et c'est celle qui va arriver le plus couramment dans les semaines qui arrivent, mais en gros, c'est un CMO qui débute après le 1er mars. Donc là, logiquement, bien sûr, on applique les nouvelles dispositions, c'est-à-dire 90% du traitement pendant les 3 premiers mois. Mais encore une fois, c'est pour les titulaires CNRACL, fonctionnaires titulaires CNRACL et fonctionnaires titulaires IRCANTEC. Parce qu'encore une fois, les contractuels IRCANTEC, c'est encore autre chose, c'est en fonction de l'ancienneté. Donc, ce n'est pas 90% pendant 3 mois, ça dépendra de l'ancienneté au niveau du contractuel IRCANTEC. Par contre, pour en effet fonctionnaire CNRACL, fonctionnaire IRCANTEC, c'est bien en effet 90% pendant les 3 premiers mois. Bon, il faudra tenir compte, bien sûr, encore une fois, de la journée de carence. Mais ça, c'est la première hypothèse la plus simple qui se présentera. Donc, deuxième hypothèse, c'est le congé maladie ordinaire qui a débuté avant le 1er mars 2025 et qui continue à courir à cette date. C'est-à-dire que sur l'arrêt que vous avez reçu, c'est un arrêt qui a débuté avant le 1er mars, mais qui dépasse en fait le 1er mars, qui couvre une période assez longue, on va dire. Là, il faut appliquer les dispositions antérieures. C'est-à-dire c'est du plein traitement, bon, en tenant encore une fois en compte la journée de carence, mais c'est du plein traitement pendant les 3 premiers mois. Encore une fois, si sur l'année précédente, en effet, il n'y a pas eu d'arrêt, enfin bon, alors, il faut tenir compte de l'année médicale aussi, mais là, c'est les anciennes dispositions, c'est plein traitement pendant les 3 premiers mois. Encore une fois, pour les titulaires CNRACL, titulaires IRCANTEC, là, c'est l'exemple d'un agent en fait, qui vous a transmis un arrêt. Et sur l'arrêt, vous voyez que l'arrêt court du 17 février 2025 jusqu'au 16 mars 2025. Donc là, en effet, c'est des anciennes dispositions qui s'appliquent, donc du plein traitement. Voilà. Et ensuite, on bascule la troisième hypothèse, c'est la plus subtile, on va dire, que certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré. C'est un CMO initial qui est antérieur, bien sûr, au 1er mars, mais qui va être prolongé après le 1er mars. C'est-à-dire que vous avez vraiment un arrêt de prolongation, mais un arrêt de prolongation qui démarre au 1er mars. Là, on part du principe qu'on applique les nouvelles dispositions, c'est-à-dire 90% pendant les 3 premiers mois. Donc là, c'est l'exemple d'un agent qui a, on va dire, l'initiale qui démarre le 28 février 2025 et qui est vraiment prolongé le 1er mars 2025. Donc bon, là, ces 3 hypothèses, bon, la première, c'est la plus logique, c'est la plus simple, c'est ce qui se passera. Voilà, c'est vrai que les 2 autres, c'est celles que vous pouvez rencontrer là au cours de ces semaines. Donc bon, mais bon, c'est vrai qu'une fois qu'on aura passé quelques semaines, quelques mois, bon là, ça sera beaucoup plus simple, mais c'est vrai qu'il y a la subtilité là de cette troisième hypothèse qui peut porter à confusion. Voilà. Je passe le relais à Rebecca.
Excusez-nous, on a un petit problème de direct. Excusez-nous, alors Rebecca va venir à ma place pour prendre le relais au niveau du micro, ça marchera mieux. Donc, comme je vous le disais, la baisse de 10%, elle est applicable au traitement, mais elle a un impact sur d'autres éléments de rémunération. Le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence, eux, sont conservés à 100%. Voilà, nous, on n'est pas concernés dans le terme par l'indemnité de résidence, mais bon, le supplément familial de traitement, lui, n'est pas impacté. En revanche, sont impactés les éléments suivants, donc la NBI, qui suit le sort du traitement, le complément de traitement indiciaire, l'abattement sur le transfert prime point est réduit dans les mêmes proportions que le traitement. De la même manière, l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG varie dans les mêmes proportions que le traitement. Et pour le régime indemnitaire, il peut y avoir un impact. Et on va le voir dans la slide suivante un peu plus en détail. Merci. Merci Sandra. Voilà, sur cette diapo, on vous a mis les grandes primes qu'on peut rencontrer, que vous êtes amenés à rencontrer dans vos collectivités. La prime grand âge, les textes nous disent qu'elle suit le sort du traitement. S'agissant du RIFSEP, l'ISFE peut être deux options, soit modulé, soit maintenu à partir du moment, dans un cas comme dans l'autre, où une délibération le prévoit expressément. C'est-à-dire que les textes ne prévoient pas un maintien par principe de l'ISFE. C'est-à-dire que pour pouvoir maintenir l'ISFE au sein de vos collectivités, en cas, on est toujours dans le cadre du congé de maladie ordinaire, il faut qu'une délibération le prévoie. Et de la même manière, pour moduler le maintien partiel, par exemple, de l'ISFE pendant un congé de maladie ordinaire, il faut que ce soit prévu par une délibération. Donc, cette délibération, elle doit respecter le principe de parité, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être plus favorable que ce qui est applicable à l'État, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de prévoir un maintien au-delà du traitement, donc 90% depuis le 1er mars 2025. Pour ce qui est du CIA, il n'y a pas d'abattement automatique puisque le CIA a vocation à être réajusté après chaque évaluation annuelle pour tenir compte de l'atteinte des objectifs. Donc, c'est à l'évaluateur et de la manière de servir. Et donc, c'est à l'évaluateur d'apprécier si le congé, la durée du congé a eu un impact sur l'atteinte des résultats, la manière de servir qui doit se traduire par un ajustement du CIA. Concernant l'ISFE, donc qui est à ne pas confondre avec l'IFSC, donc qui est le régime indemnitaire applicable notamment aux policiers municipaux et aux gardes champêtres, il est constitué de deux éléments, une part fixe qui suit le sort du traitement et une part variable qui, de la même manière que pour le CIA, ne peut pas subir d'abattement automatique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais nous avons fait une newsletter, les juristes d'écrypte vous ont fait une newsletter un petit peu synthétique sur l'articulation de la protection statutaire et de la protection sociale pour l'ensemble des agents. Donc, fonctionnaires CNRACL, fonctionnaires IRCANTEC bénéficient d'une protection à plein traitement pendant 3 mois, pas à plein traitement, pardon, à 90% du traitement brut pendant 3 mois, puis à demi-traitement pendant 9 mois. Pour les contractuels, ainsi que vous l'avez indiqué mon collègue Pierre, c'est modulé en fonction de l'ancienneté de l'agent. Donc l'agent contractuel peut bénéficier entre 1 mois et 3 mois à 90%, puis
entre 1 mois et 3 mois à 50% du traitement. Et pour les fonctionnaires Ircantec et les contractuels de droit public, cette protection statutaire se combine avec la protection du régime général de sécurité sociale qui verse des indemnités journalières soumises à des conditions d'affiliation. Voilà, vous avez aussi un petit visuel, une petite infographie sur l'articulation de ces différentes protections avec les divers délais de carence, puisque voilà, la protection statutaire prévoit un délai de carence d'1 jour et la protection du régime général, un délai de carence de 3 jours. Vous retrouverez l'ensemble de nos newsletters sur le lien sur notre site. Charline vous a indiqué le lien. Je redonne la main à mon collègue Pierre. Donc, comme vous avez pu voir récemment, j'ai eu les premières demandes aussi par mail. Alors, au niveau des modèles d'arrêté de placement en CMO, donc oui, vous avez 3 modèles d'arrêté de placement en CMO à disposition sur le site du centre de gestion. Hein. Vous pouvez vous connecter, base documentaire, congé, absence, maladie et inaptitude physique. Donc là, en effet, donc 3 modèles. Un modèle pour les fonctionnaires titulaires CNRACL, un modèle pour les fonctionnaires titulaires Ircantec et un modèle pour les contractuels de droit public. Donc bon, après, en effet, pour les contractuels, notamment de droit public, bon, c'est recommandé de prendre en effet un arrêté. Donc là, c'est un élément un événement de gestion qui a un impact financier sur un événement sur la carrière de l'agent. Donc notamment les idées pièces justificatives qui sont transmises au comptable pour le paiement mensuel du personnel comportent notamment un état nominatif décompté individuel, bulletin de paie, et la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l'intéressé, qui entraîne notamment une modification de sa rémunération ou de sa situation administrative. Donc bon, c'est vrai que voilà, donc c'est important pour les fonctionnaires CNRACL de prendre l'arrêté et pour les fonctionnaires Ircantec, mais on recommande de le prendre pour notamment les contractuels de droit public qui relèvent aussi du régime général Ircantec. Voilà, donc sur le site du centre de gestion, base documentaire, congé absence, maladie, inaptitude physique. Et je passe le relais à Charline Bernade. 3 questions qu'on va se poser généralement dans ce cas-là. C'est déjà la première. Est-ce que je peux compléter le traitement de mes agents et le maintenir à 100%? Vous l'aurez compris, la réponse elle est simple, c'est non. Interdiction de compléter ce traitement. La loi de finances est très claire. Il passe à 90% et non plus à 100%. Donc, toutes les collectivités territoriales, malgré le principe de libre administration, doivent suivre ce principe. Déjà parce que cela conduirait à attribuer une prime sans texte. Et ensuite, je vous rappelle, comme vous le savez, que l'article 72 de la Constitution qui prévoit ce principe de libre administration des collectivités territoriales rappelle qu'elles s'exercent dans la limite des compétences qui leur sont allouées. Ensuite, est-ce qu'un système de prévoyance peut couvrir la baisse de 10%? Quand on parle de prévoyance en matière réglementaire telle que prévue par l'employeur à ce jour, l'obligation qui pèse sur l'employeur est de participer à un système de prévoyance qui court à compter du passage à demi-traitement. Donc, tous les systèmes de prévoyance mis en place par les employeurs à l'heure actuelle, qu'ils découlent d'une convention de participation ou d'un dispositif de labellisation, ne peuvent pas couvrir ce dispositif. En conséquence, la convention qui est proposée par le CDG à l'heure actuelle ne couvrira pas non plus ce rabais de 10%. Qu'est-ce qu'il en est des assurances privées qu'un agent pourrait prendre à son compte? Là, je ne sais pas, j'imagine qu'à terme, des assurances privées vont se développer pour proposer ce type de service. Y aura-t-il des modifications sur mon contrat d'assurance statutaire? Alors, déjà, il faut rappeler que dans le cadre d'un contrat d'assurance statutaire, les collectivités sont couvertes pour le risque maladie indépendamment de ce qui est versé à l'agent. C'est-à-dire, votre assurance, quelle qu'elle soit, va rembourser
ce que la collectivité verse à l'agent. Si la collectivité verse 100%, elle était remboursée pour le versement des 100%. Si la collectivité verse le 90%, elle sera remboursée à hauteur de 90%. La seule distinction qu'on peut avoir dans le cadre d'une assurance statutaire, c'est ce sur quoi la collectivité cotise, puisque la collectivité cotise sur une globalité. Ce qu'il faut rappeler, c'est que dans les éléments à prendre en compte pour cette couverture, le CMO est couvert en même temps que le CLM, le CLD, le CITIS, le congé grave maladie. Donc dans le CITIS, on inclut bien sûr les accidents de trajet, les accidents de service, la maladie professionnelle, les frais de santé. Donc vous voyez que le CMO représente une toute petite partie de ce qui est inclus dans les services proposés par l'assurance. Et dans cette petite partie, il faut également prendre en compte que la réforme s'applique pour 3 mois, puisqu'en fait, le 90% est bien sûr 3 mois pour un agent CNRACL ou IRCANTEC titulaire. Par contre, pour un agent contractuel, le délai est moindre. De plus, je rappelle que dans les contrats d'assurance statutaire, vous avez parfois la possibilité de mettre des franchises. Donc, ce délai de 3 mois va être réduit à 2 mois, par exemple, pour ceux qui auraient dans le contrat du CDG la formule qui prévoit une franchise de 30 jours. Est à déduire également de ce délai de 3 mois la journée de carence. Donc, tous ces éléments, je vous les énonce, c'est un peu technique, je m'en excuse, mais c'est pour vous faire toucher du doigt que le CMO aujourd'hui en matière d'assurance a très peu d'impact. Donc vraiment, ça représente une toute petite partie de ce sur quoi l'assurance statutaire est calculée. Aujourd'hui, il n'y a pas de positionnement clair des assureurs par rapport à cette réforme. Ce que je peux vous dire, c'est que en ce qui concerne les collectivités qui seraient affiliées chez nous en matière d'assurance statutaire, nous sommes déjà en cours de négociation avec l'assureur à ce sujet et que dès que nous aurons une communication officielle, nous vous la transmettrons. Donc, comme d'habitude, je vais vous encourager à surveiller la newsletter. Bien sûr, un mail sera adressé également à toutes les collectivités qui assurent chez nous, assurées chez nous en parallèle. Mais voilà, vous aurez également l'information qui parviendra dans la newsletter. J'espère avoir été claire à ce sujet. Je vais désormais passer le relais à mes collègues qui vont vous présenter le plan de formation, donc Ludovic Verdugo, que vous connaissez en matière de mobilité, et Morgane, qui est également présente en matière juridique. Merci à eux deux. Du coup, je suis Ludovic Verdugo, je suis le conseiller en évolution professionnelle du centre de gestion du Tarn. Je vais vous présenter quelques points, quelques rappels clés sur le droit à la formation. Moi, je serai sur la partie, on va dire, plus technique et ma collègue Morgane plus sur la partie juridique. Je laisse le temps à ma collègue d'afficher le diaporama avant de me lancer complètement dans ma présentation. L'idée donc de cette présentation sera de rappeler brièvement dans un premier temps l'utilité de la formation, même si ça peut paraître évident pour la plupart. Alors, plus l'utilité en fin de compte de réfléchir à sa formation, de réfléchir à sa politique formation, voir en quoi ça peut être utile autant à la collectivité qu'à l'agent. Ensuite, il y aura donc une partie animée par ma collègue Morgane sur la partie juridique du cadre, du droit à la formation, le cadre juridique, et une partie qui sera centrée plus sur les outils, les grands outils en lien avec le droit à la formation. Donc, Sandra, si tu peux m'amener s'il te plaît à celle d'après encore, voilà. Merci beaucoup. La formation, pourquoi réfléchir à la formation de mes agents? Déjà, l'idée de voir la formation comme un outil. La formation, c'est un outil clé de développement, que ce soit du développement RH, que ce soit du développement technique de la collectivité.
elle va bénéficier, je vous le disais juste avant, autant à la collectivité qu'à l'agent. Sur la collectivité, elle va permettre un certain niveau de flexibilité, même si les temps de formation peuvent être un peu allongés dans le temps et pas immédiats. Ça permet quand même, si on anticipe un petit peu, de pouvoir adapter les compétences des agents aux évolutions, autant de besoins locaux que des évolutions réglementaires. Et de ce biais, améliorer l'efficacité et la réactivité des collectivités. Elle permet aussi de pouvoir donner les compétences nécessaires aux agents sur les transformations organisationnelles et digitales. L'actualité là va porter sur l'intelligence artificielle, comme exemple, hein, il y en a bien d'autres. Ou tiens, sur le point que vous avez vu juste avant, n'importe quoi, juste avant, pardon. L'idée donc, c'est que cet outil-là de formation, encore une fois avec un peu d'anticipation, les outils qu'on verra tout à l'heure permettent ça, vont permettre là ce niveau-là d'adaptation pour la collectivité. Pour l'agent, il faut essayer de voir l'outil comme un outil d'opportunité. Déjà parce qu'il va permettre d'améliorer et de réfléchir sur le développement autant professionnel que personnel des agents, de réfléchir sur comment peut évoluer ma carrière, moi, agent, d'autant plus que l'idée sera que, dans l'idéal, l'agent prenne en main son parcours de formation, sa carrière, son évolution, etc. Et parce que c'est souvent quand même le nerf de la guerre en termes d'encadrement et de management, la motivation et l'engagement des équipes. La formation peut être un outil, même si parfois compliqué à voir pour les agents, d'aide à la mobilisation, d'aide à la motivation, à partir du moment où l'agent comprend que cet outil-là peut lui permettre de prendre les rênes, de prendre un peu plus de maîtrise sur son évolution. Bien évidemment, et ça c'est un point plus large, on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, la formation est un des soutiens de mise en œuvre des lignes directrices de gestion et de réflexion et de mise en place de l'équité entre les agents, notamment sur l'accès et les opportunités de formation. Voilà pour une petite introduction. Je laisse la parole à ma collègue Morgane. Bonjour à tous. Donc là, il faut savoir que la formation, elle est encadrée juridiquement, elle est encadrée par différents textes. Et ces textes, ils prévoient deux grands types de formations, à savoir les formations obligatoires qui sont prévues par un décret de 2008, mais aussi les formations facultatives qui, elles, sont prévues par un décret de 2007. Donc, vous avez un schéma à la diapositive suivante, voilà, qui vous reprend un peu ces deux grandes familles de formation obligatoire, formation facultative et toutes les sous-catégories qui en découlent. Pour ce qui est des formations obligatoires, donc comme vous le voyez sur le schéma et comme on le verra sur la slide suivante aussi, on a deux sous-catégories qui sont les formations statutaires qui sont obligatoires et les formations spécifiques. Elles sont prévues par le décret du 29 mai 2008 et elles concernent vraiment tous les agents, ce sont des formations obligatoires. Donc, est-ce qu'on pourrait passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Oui, donc ça c'est bon et on peut passer à celle d'après même. Super, merci beaucoup. Donc, pour ce qui est des formations statutaires obligatoires, il faut savoir qu'elles sont obligatoires pour tous les agents, quel que soit leur statut et selon leur situation. Donc, parmi ces formations statutaires obligatoires, nous avons la formation d'intégration, la formation de professionnalisation tout au long de la carrière, la formation de professionnalisation au premier emploi, ainsi que la formation de professionnalisation pour un poste à responsabilité. Donc, ce sont des formations statutaires obligatoires qui, comme vous le voyez, interviennent à différents moments. Ces formations ne sont pas uniquement au début de la carrière, hein, parce que souvent, quand on pense formation statutaire obligatoire, on pense à la formation d'intégration. Mais voilà, c'est bien important d'intégrer le fait qu'il n'y a pas que cette formation-là, il y en a d'autres qui sont obligatoires et pour tous les agents.
Ensuite, nous avons d'autres formations obligatoires, mais qui cette fois-ci sont spécifiques à certains agents. C'est-à-dire qu'elles sont obligatoires, mais pour les agents uniquement ceux qui sont concernés. Et que ça concerne aussi bien les titulaires et les contractuels. Donc parmi ces formations spécifiques, nous avons les formations syndicales, la formation hygiène et sécurité et la formation des policiers municipaux. Donc quand on dit que c'est obligatoire pour les agents concernés, ça se ressent en fait dans le nom des formations. Par exemple, la formation des policiers municipaux, c'est une formation spécifique pour les policiers municipaux, mais les policiers municipaux sont obligés de suivre cette formation-là. Donc ça s'applique aux agents concernés par ces formations-là, mais pas à tous les agents de la fonction publique territoriale. Il faut savoir que ces formations, donc comme je vous le disais tout à l'heure, elles interviennent dans une temporalité différente. Donc vous le verrez sur la diapo suivante, sur le schéma qui s'affiche. Est-ce qu'on peut passer, oui, à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, vous avez ces formations donc, qui interviennent en fait à différents moments. Donc là, sur ce schéma, elles sont distinguées en fonction de si elles interviennent dans le cadre de la nomination, dans le cadre d'emploi ou dans le cadre d'une nomination dans un poste à responsabilité. Et vous voyez qu'elles doivent être effectuées dans un certain délai. Et en fonction de la catégorie de l'agent, elles ont des durées qui changent. Par exemple, pour la formation d'intégration, pour les catégories A et B, ça dure 10 jours, alors que pour les catégories C, ça dure 5 jours. La seule chose qui ne diffère pas, c'est que ça doit être fait dans la première année qui suit la nomination dans le cadre d'emploi. Ensuite, vous avez la formation de professionnalisation tout au long de la carrière qui s'applique dans les deux cas. Et là, c'est des durées de 2 à 10 jours à peu près. Et ça s'étale par contre voilà, sur toute la carrière de l'agent parce que le droit à la formation s'applique, enfin, est valable pour les agents tout au long de leur carrière. Ensuite, pour ce qui est des formations facultatives cette fois-ci, donc, ce sont des formations qui peuvent être suivies, certes à l'initiative de l'agent, mais aussi à la demande de la collectivité. C'est-à-dire que ces formations ne sont pas obligatoirement suivies par les agents, mais par contre, la collectivité peut leur demander, par exemple, de suivre des formations de perfectionnement. Ces formations, elles sont prévues par le décret de 2007. Et elles peuvent, par exemple, concerner la préparation au concours, les formations de perfectionnement ou encore, comme je vous disais, la formation personnelle à l'initiative de l'agent. Et dans ce dernier cas, donc, ce sont les agents qui demandent à suivre des formations facultatives et ils peuvent être placés dans différentes situations dans le cadre de ces demandes de formation. Donc, dans le premier cas, on a la mise en disponibilité. Donc, cette mise en disponibilité, elle est accordée aux agents pour effectuer des études ou des recherches qui présentent un caractère d'intérêt général. Souvent, ça va être par exemple le cas d'agents qui vont faire des thèses. Ça peut arriver parfois qui se lancent dans la recherche, etc. Donc, ce sont des mises en disponibilité qu'on accorde dans ce cadre-là. Ensuite, on a le congé de formation professionnelle. Donc, pour pouvoir bénéficier d'un tel congé, l'agent il doit avoir une ancienneté supérieure à 3 ans. Et il faut savoir que ce congé de formation professionnelle, il est plafonné à une durée maximum de 3 ans tout au long de la carrière. Donc, il peut le prendre soit d'un coup, soit de façon échelonnée, il n'y a pas de souci. Et l'agent, chose qui est importante, il est considéré comme en service sur cette période-là. C'est-à-dire qu'il est en activité. Et l'agent, il faut savoir qu'il perçoit 85% de son traitement indiciaire brut pendant les 12 premiers mois de ce congé de formation-là. Ensuite, on a le congé pour bilan de compétences. Donc, ça permet d'analyser les compétences, aptitudes et les motivations de l'agent et ça l'aide dans le cadre d'établir son projet professionnel ou son projet de formation. Il faut savoir que ce congé il est accordé pour une durée maximale de 24 heures sur du temps de service ou 72 heures s'il s'agit d'un agent qui relève de l'article L422-3 du CGFP. C'est par exemple les travailleurs qui ont la reconnaissance de travailleurs handicapés ou aussi par exemple les agents qui sont reconnus particulièrement exposés par le médecin du travail. On a aussi le congé pour VAE qui permet la reconnaissance de l'expérience professionnelle associative ou bénévole dans le but d'obtenir un diplôme. Et donc là, c'est aussi 24 heures maximum sur le temps de travail.
Donc, ces différentes positions, elles sont prévues par l'article L422-1 du CGFP et par le décret de 2007. Alors, je vois qu'il y a des questions. Oui, la formation d'intégration est obligatoire effectivement pour les agents contractuels. Les agents contractuels bénéficient d'une formation d'intégration. Et pour le CNFPT, mais pour nous, oui, elle est obligatoire effectivement du moment où les contrats sont supérieurs à 1 an, comme vous l'a précisé Ludovic. Ensuite, je vais terminer cette partie très juridique en vous parlant de la nouveauté qui a été introduite par le décret 2024-907 du 8 octobre 2024. Donc en fait, ce décret vient modifier le décret de 2008 qui était relatif à la formation statutaire obligatoire des agents territoriaux. Et en fait, il lève un frein considérable à la promotion interne. En fait, ce décret, il s'intègre dans le contexte de la réforme des secrétaires générales de mairie. Mais il faut savoir que ça vient concerner tous les agents territoriaux. Ce n'est pas applicable uniquement au secrétaire général de mairie. Alors, il constitue un assouplissement en réalité en ce qui concerne les délais de réalisation des formations rendues obligatoires par le cadre d'emploi. Donc, comme vous aviez vu sur le schéma avec les temporalités, vous aviez des temps, par exemple, la formation d'intégration, c'est dans les 1 an qui suivent la nomination, et vous avez des délais pour réaliser ces formations-là. Donc, il faut avoir satisfait à ces obligations de formation pour pouvoir bénéficier de la promotion interne. Et là, ce décret, il vient permettre en fait d'accéder à un cadre d'emploi, à un nouveau cadre d'emploi, même si on n'a pas réalisé les formations dans les délais impartis. La seule condition, c'est d'avoir réalisé les formations obligatoires avant l'inscription sur la liste d'aptitude. Mais là, on ne va pas regarder si elle a été réalisée dans les délais, on va juste regarder si ça a été fait préalablement à l'inscription sur la liste d'aptitude. Donc ça permet vraiment aux agents qui n'auraient pas réalisé leur formation obligatoire dans les temps de pouvoir bénéficier malgré tout de la promotion interne. Donc voilà, mais c'est important voilà, de souligner que c'est applicable à tous les agents territoriaux, c'est assez important parce que certes on en a parlé notamment pour les secrétaires généraux de mairie, mais ça s'applique vraiment à tous les agents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas. Donc, je laisse la parole à mon collègue Ludovic sur un petit rappel sur le CPF. Avant ça, juste pour répondre à quelques questions que je vois sur le chat, donc à partir donc, du moment où le contrat dépasse 1 an, même si c'est un CDD renouvelable, les textes disent que l'agent doit faire la formation d'intégration. Normalement, les formations d'intégration doivent être calibrées en termes de nombre et de places en fonction des demandes, quitte à ce que le CNFPT crée des formations d'intégration en cours de route parce qu'il y a une demande qui augmente. Après, du coup, je suis pas, je porte pas garant de ça, mais en tout cas, c'est en théorie ce qui est censé être fait. Du coup, je vous parle un petit peu du CPF, donc du compte personnel de formation. Quelques rappels rapides. On a fait une rencontre du statut en octobre dernier. Vous retrouverez sur notre site le diaporama hein, qui reprend les points essentiels. Premier point, donc le CPF public, c'est du temps et pas de l'argent, donc des heures et pas des euros. Le CPF public est ouvert uniquement à des formations qui sont en lien avec l'évolution professionnelle. C'est-à-dire que toute formation qui permettrait une adaptation à un poste ou une amélioration, une facilitation du travail dans le poste de l'agent
actuels ne peuvent pas être pris en charge par le CPF. Autre point important, si une collectivité accepte que son agent, donc accepte le CPF, accepte la demande de CPF, et que donc son agent puisse aller en formation sur son temps de travail en utilisant son CPF, de fait, elle est censée financer la formation. D'où l'intérêt de la mise en place d'une délibération dont je vous parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, donc la délibération de mise en œuvre du CPF pour cadrer, ne serait-ce que financièrement, le financement en fait de ces formations. Comment on le met en place et aussi comment on accepte ou pas l'utilisation du CPF. Je reviendrai un peu plus en détail par la suite. Je vais maintenant vous parler des outils du droit à la formation. Alors, on est sur des outils pratiques et classiques que tout le monde connaît. L'idée, pour certains en tout cas, ne serait-ce que le suivant, de voir le lien avec la formation. Le premier d'entre eux, c'est l'entretien annuel. L'entretien annuel, c'est l'outil managérial indispensable par excellence, j'ai envie de dire. Et c'est un moment clé pour discuter de la formation avec ses agents. Et quand je dis moment clé, je me répète un peu, mais c'est toujours clé autant pour la collectivité que pour l'agent. Donc, le lien entre l'entretien annuel et la formation, c'est évidemment recenser les besoins de formation spécifiques pour la collectivité avec le retour de tous les entretiens annuels d'une collectivité pour voir un peu quels peuvent être les besoins tant techniques, réglementaires qu'individuels. C'est un temps où on doit parler formation avec ses agents en termes de carrière, en termes d'évolution professionnelle, en termes de perspective d'évolution, la préparation au concours, la VAE étant la VAE et les bilans de compétences étant peut-être les plus courants, mais c'est aussi un moment où on rappelle le CPF aux agents. Vous avez des droits à CPF, voilà ce que vous pouvez faire avec, etc. Je vous disais en introduction que l'intérêt de la formation pour un agent à partir du moment où on le prend en main, c'est que ça peut être un facteur de motivation. Le CPF peut être un outil d'aide à la motivation à travers la construction d'un parcours professionnel de mobilité là plus que d'évolution. Ces remontées d'infos permettent aussi aux collectivités de la gestion de ressources, c'est-à-dire par exemple le type de formation qu'on peut mettre en intra, celles qui seraient les plus utiles et ce qui derrière permettrait un coût moindre. Mais c'est aussi arriver à bien caler les besoins de formation, les besoins réels et est-ce qu'on est bien dans le bon timing, la bonne anticipation, la réponse aux bons besoins. Et je me répète encore, mais valorisation et motivation des agents, c'est le nerf de la guerre pour les managers. L'entretien annuel, sur le plan formation, évidemment avoir plein d'autres sujets, mais peut permettre, à travers le fait qu'on implique les agents dans la réflexion sur leur formation, à les impliquer dans leur propre développement professionnel. Et donc derrière, en gros, pour faire très simple, plus un agent sera impliqué et maître de sa destinée au travail, plus il sera motivé, plus il sera valorisé. Et c'est évidemment faire un point sur les formations déjà passées pour valoriser la reconnaissance des compétences acquises. On va parler maintenant du règlement de formation. Le règlement de formation, on a un modèle sur le site, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est un modèle que vous pouvez utiliser à votre bon vouloir. Le règlement de formation, c'est la Bible. C'est la Bible, elle reprend tous les éléments dont Morgane vous a parlé précédemment. Vous allez les retrouver dans ce document-là. Donc, il récapitule les droits à la formation, mais en plus, il met en place les règles de fonctionnement interne par rapport à la formation. Ce qui permet à minima d'engager une réflexion sur votre politique de formation, comment vous vous situez. On parlait du CPF tout à l'heure. Le CPF peut intégrer le règlement de formation.
Il peut permettre de faciliter l'accès au dispositif de formation, ne serait-ce que parce que vous avez un document où vous avez toutes les formations facultatives obligatoires qui sont recensées et auxquelles peuvent avoir accès les agents. Alors certes, ça fait un gros document, mais un agent un peu accompagné avec le document peut avoir accès à toutes les informations dont il a besoin. Et évidemment, si l'agent a accès à l'information, il y a une garantie un peu plus importante une garantie du respect des droits et des obligations des agents, puisque la formation, c'est certes des droits, mais c'est aussi des obligations. Le règlement de formation doit passer au CST pour avis avant d'être appliqué. Donc voilà, on est vraiment sur un outil structurant et indispensable à toute politique de formation. On passe à la diapositive suivante avec un petit point, alors c'est des choses justement qu'on peut voir avec le règlement de formation sur le temps. Déjà, est-ce que le temps de trajet pour aller en formation, c'est du temps de travail? Alors, il n'y a pas de disposition législative ni réglementaire, mais une jurisprudence européenne oriente plutôt vers la prise en compte du temps de trajet comme un temps de travail effectif. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on englobe le temps de trajet pour aller en formation au temps de travail, il faut évidemment réfléchir sur la durée et la quantité quotidienne de travail légal. Donc, on n'est pas censé dépasser 10 heures, il doit y avoir 11 heures de temps de repos par jour, et une amplitude maximum de la journée de travail limitée à 12 heures. En gros, tout va dépendre du temps de trajet pour aller en formation. Si c'est 10 minutes, évidemment, ça ne posera pas de problème particulier. Si c'est 3 heures ou 4 heures, il va peut-être falloir le réfléchir et l'organiser autrement. Et le temps de formation et le temps de travail. Donc là aussi, il n'y a pas de disposition législative ou réglementaire, mais en pratique, la plupart des collectivités vont partir du principe qu'une journée de formation équivaut à une journée de travail. Si la journée de formation dure 6 heures, par exemple, si on prend en compte le temps de trajet, par exemple, on va arrondir à 7 ou 8 heures de travail. Je vous l'avais promis tout à l'heure, la fameuse délibération relative aux modalités de mise en œuvre du CPF. Là aussi, vous avez un modèle sur notre site. Donc, cette délibération va vous permettre de cadrer plusieurs choses. Déjà, le budget alloué à chaque agent. Combien maximum on donne à chaque agent. Le mode de calcul de ce budget-là, ça peut être un budget fixe, par exemple 1 000 € par agent. Ou ça peut être un autre mode de calcul du type on va donner 15 € par heure sur le CPF maximum à un agent. Donc le maximum c'est 150 heures. On va dire 10 €, ce sera plus simple pour calculer, ça fait donc du coup 1500 € qu'on accorderait maximum à un agent. Mais on va aussi poser dans cette délibération les modalités d'acceptation et les critères de priorisation. Par exemple, on peut dire que, vu le budget formation global, on ne va accorder que 8 financements par an. Donc, sur ces 8 financements par an, si j'ai 10 demandes, il va falloir que je puisse avoir des critères de priorisation, puisque à chaque demande qui est faite d'un agent pour utiliser son CPF, je dois lui répondre et je dois lui expliquer pourquoi je lui dis oui ou non. Okay. Donc, il y a la priorisation, mais il y a aussi l'acceptation. Je vous disais tout à l'heure que normalement, le CPF doit répondre à un projet d'évolution, un projet de mobilité. Si l'agent n'explicite peut-être pas assez bien son projet, ça peut être un motif de refus. Si le coût de la formation ou le coût de déplacement peut être important, ça peut être, en tout cas, ça peut faire partie des différents éléments pris en compte dans le fait qu'on accepte ou pas le CPF. Donc tout ça va être résumé dans cette délibération. Mon petit chouchou, le livret individuel de formation. Alors, je vais insister un peu sur le livret individuel de formation parce qu'il est en passe de devenir un peu désuet, même s'il est maintenant sous format informatique. Donc, le livret individuel de formation, c'est un livret qu'on doit donner à un agent quand il arrive
dans la fonction publique et qui va permettre de lister toutes les formations qu'il a fait, toutes ses expériences professionnelles et les compétences en lien avec ses expériences professionnelles et ses formations. Je dis que c'est mon chouchou parce qu'en tant que conseiller en évolution professionnelle, à partir du moment où vous allez accompagner quelqu'un à réfléchir sur son évolution professionnelle ou sur sa mobilité, à un moment ou à un autre, vous allez être amené à faire ce type-là de travail. Si un agent comprend que faire régulièrement ce type de travail-là, c'est-à-dire lister un peu ses compétences en lien avec ses formations, etc., peut lui permettre de réfléchir aux compétences qui lui manqueraient pour accéder à un autre type de poste, peut lui permettre de se dire, mais en fin de compte, j'ai les compétences suffisantes pour pouvoir postuler à un autre poste, c'est que le livret individuel de formation a fait son travail. Donc, je milite un peu, alors pas forcément pour le livret individuel de formation, mais sur ce type-là de réflexion en tout cas. Et il est important que ce soit complété par l'agent. C'est un travail individuel qu'on fait de réflexion et un peu d'introspection sur sa carrière et son évolution. Et évidemment, ça peut permettre, au moment de son entretien annuel, de pouvoir avoir un certain nombre d'arguments ou un certain nombre de demandes étayées grâce à cette réflexion-là. L'outil suivant, les outils de suivi. Alors, notre petit conseil, c'est d'avoir un outil de suivi de formation pour vos agents, notamment pour tout ce qui est formation statutaire obligatoire, puisqu'elles peuvent avoir un impact sur la carrière. C'est pas forcément des tableaux extrêmement compliqués, on parle de tableaux Excel la plupart du temps, et qui permettent d'avoir ce suivi-là pour pas qu'à un moment donné, à un moment de changement de grade, on se rende compte que l'agent aurait dû suivre une formation et que au moment de l'inscription au CNFPT, on n'a pas coché la bonne coche et que du coup, ça retarde un peu les choses. Outil suivant et dernier outil, d'ailleurs plus que outil, j'ai tendance à parler de démarche, le plan de formation. Il y a deux versants en plan de formation. Il y a le versant, on va dire, démarche, et tous les outils qu'on a vus jusque-là permettent de mettre en place cette démarche. Et ensuite, il y a l'outil formel qui est un document de planification qui permet d'anticiper les besoins. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les formations, ça s'anticipe un peu. Du coup, dans notre réflexion, en appréhendant les situations, celles qui sont prévisibles, celles qu'on vit actuellement, celles sur lesquelles on pourrait être un peu en difficulté, soit parce que les compétences ont pas forcément, les agents, pardon, pas forcément les compétences qui permettraient de gérer la situation ou de gérer la situation à venir, soit parce que la collectivité veut développer des axes. On parlait de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Certaines collectivités pourraient dire, tiens, c'est un outil d'avenir, je veux le définir comme un axe prioritaire, je veux former mes agents à l'outil intelligence artificielle pour faciliter le travail, etc. Ça peut être une possibilité. Évidemment, dans la démarche, il y a l'identification des besoins dont je vous ai parlé tout à l'heure. Encore une fois, autant besoin collectivité que besoin agent. Et derrière, le fait de le formaliser sur un outil un peu concret facilite la mise en œuvre et permet d'évaluer les effets ensuite. Donc, c'est un outil parce qu'à un moment donné, vous avez un outil formel informatique qui permet de planifier tout ça, mais c'est avant tout une démarche de réflexion de votre politique de formation et très en lien d'ailleurs avec le règlement de formation. Sur la diapositive suivante, on vous rappelle encore une fois que vous avez des modèles mis à disposition sur le site, sur la délibération dont je vous parlais, sur le règlement de formation, évidemment sur tout un tas d'autres sujets. Vous y retrouverez aussi le document qu'on a fait sur le rendez-vous statut d'octobre sur le CPF. Les contacts, si vous avez la moindre question concernant le droit à la formation, vous avez du coup mon mail parcoursprofessionnel@cdg81.fr.
n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Allez jeter un petit coup d'œil d'abord sur le site du centre de gestion. Mais tout ce qui est droit à la formation, toute question, notamment sur les cas parfois un peu compliqués sur le CPF, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions ou à me contacter. Vous avez aussi le mail de la carrière, de mes collègues de la carrière et du conseil juridique si vous avez une problématique plutôt juridique. Du coup, puisque je parlais, je n'ai pas vu s'il y avait des questions. Ludovic, Oui. en effet, je te confirme, excuse-moi, on a beaucoup de questions dans le chat. Est-ce que tu veux que je te les lise peut-être ou est-ce que tu souhaites en prendre connaissance? Ah, vas-y, lis-les-moi et puis je suis chaud. Alors, Madame Bousquet nous demande comment transformer un CPF privé en public. Donc, je lui ai renvoyé le lien vers la rencontre du statut, puisque je sais que cette thématique avait été évoquée à l'époque. Mais si tu veux apporter un complément, peut-être. Alors, en complément, en fait, le CPF, c'est un droit de l'agent. Donc, c'est l'agent qui a la main au départ là-dessus. C'est-à-dire que pour transformer un CPF privé en public, soit ça se fait automatiquement, parce que votre agent qui était contractuel passe un concours, devient titulaire, et à partir de là, automatiquement, enfin en tout cas, normalement, automatiquement, ça bascule. Soit alors, c'est à l'agent de faire manuellement cette démarche-là, dans le sens transformer. Alors vous avez une petite coche, c'est donc sur mon compte formation. Il y a un petit bouton, vous cliquez dessus, je caricature un peu, et ça bascule je vais y arriver, des euros vers les heures. Ensuite, on nous demande, Madame Ségurin nous demande, avez-vous des modèles de livrets de formation à nous transmettre? Alors, il y a les vieux modèles papier qui existent. Maintenant, normalement, quand vous ouvrez votre compte CNFPT, votre compte personnel, vous avez le livret de façon informatique, en fait. Alors, le CNFPT remplit automatiquement les formations que vous suivez chez eux, mais vous pouvez avoir la main, vous, et remplir vos propres formations là-dessus. Donc là, c'est plutôt côté CNFPT qu'il faut aller voir pour le livret formation. Maintenant, il existe encore les vieux modèles papier. Je crois qu'on est là. Voilà, alors du coup, hop, qui ressemble à ça. Je remercie Sandra d'ailleurs qui m'a retrouvé cette petite antiquité, mais qui fait vraiment le travail. Vous avez tous les livrets, tous les versants, tout ce qu'on peut remplir dessus. C'est extrêmement complet et ça permet vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, une réflexion et une anticipation par rapport en tout cas à sa carrière. Et les outils des conseillers en évolution professionnelle vont peut-être être un peu moins lourds que cela parce qu'on va être sur des outils plus informatiques, mais grosso modo vont reprendre exactement le même type de mécanique. Et enfin, on a Land. Alors, je m'excuse, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Où peut-on trouver le livret de formation individuel dématérialisé? Ce que je vous disais sur le site personnel de l'agent CNFPT, normalement. Et il ne se présente pas sous la forme d'un livret, vous avez des fenêtres que vous pouvez remplir. Merci voilà. Ludovic, on a fait le tour des questions et Rebecca a ajouté le lien du CNFPT pour trouver ce fameux livret et Morgane a rajouté une information en ce qui concerne la conversion CPF privé, CPF public dans le chat. Merci. S'il y a d'autres questions, je suis à votre disposition, soit maintenant là si des questions vous viennent, soit encore une fois à travers mon mail. parcourspro@cdg80.fr. Je suis là pour ça. Merci. Un agent nous demande une formation poids lourd. Ça dépend pourquoi. Alors, si la formation poids lourd, si elle permet à l'agent
d'évoluer, alors je parle du CPF là du coup, si elle permet à l'agent d'évoluer dans sa carrière, c'est-à-dire qu'il envisage, je ne sais pas, votre agent, c'est un agent technique espace vert, et il voudrait passer conducteur ordures ménagères par exemple, et il demande, je ne sais pas si c'est les mêmes permis, je dois avouer que je ne suis pas très fort en permis de conduire, mais admettons qu'il veuille passer ce permis-là pour ça, le CPF est fait pour ça. Maintenant, le CPF est fait pour ça, tout va dépendre du coût derrière et de la délibération que vous aurez prise. C'est-à-dire que vous pouvez permettre à l'agent, parce que c'est de l'évolution professionnelle, d'utiliser son temps de travail pour suivre ses heures de conduite, passer son permis, etc. Par contre, pour le financement, si le permis coûte 2 000 € et que votre financement s'arrête à 500 € par agent, en plus des heures où il n'est pas sur son lieu de travail, vous pouvez le financer à hauteur de 500 €. Par contre, les 1 500 € qui restera seront à sa charge. Après, s'il est prêt à payer lui-même sa formation poids lourd, rien n'empêche à titre individuel un agent de passer un permis poids lourd. Alors certes, du coup là, il serait obligé, je sors du CPF complètement. Ok. Du coup, excusez-moi, je lis les questions en même temps. S'il veut le faire sur son temps de travail, on est dans le cadre du CPF. Si c'est de l'évolution professionnelle. Maintenant, si c'est un agent qui est déjà sur un poste où conduire un poids lourd lui permettrait juste de faciliter son travail, là par contre, c'est son poste actuel. C'est en lien avec son poste actuel, soit c'est une demande de la collectivité, et dans ce cas-là, c'est à la collectivité de financer, soit c'est un souhait de l'agent, et comme c'est sur son poste actuel, et qu'il n'y a pas un souhait d'évolution derrière grâce à cette formation-là, ça ne peut pas être le CPF. Maintenant, si l'agent a un projet dans la collectivité ou même ailleurs, de suivre, donc, suivre cette formation-là pour son projet, là, on peut utiliser le CPF et la collectivité, en fonction de sa délibération, peut accepter ou pas l'utilisation du temps et va financer à hauteur de, si elle accepte, à hauteur de ce qu'elle avait demandé. Enfin, de ce qu'elle avait délibéré, pardon, plutôt. Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Peut-être, Ludovic, il y a une petite précision de Madame Pagès, savoir si il peut le faire sur son temps de travail. C'est ce que je disais. Voilà. Et également, Madame Cully demande si un agent en arrêt maladie peut suivre une formation pendant son arrêt maladie afin d'envisager une reconversion. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Maintenant, il faut cadrer. Il faut déjà un avis médical, médecin traitant, pour donner la permission médicale à l'agent de pouvoir suivre la formation. Il faut bien s'assurer que votre assurance couvre tout ça. Et ensuite, c'est faisable. D'autant plus si c'est pour une reconversion. En gros, le législateur a essayé de faciliter ce type-là de solution. Justement, vous avez un agent qui est en arrêt maladie et on sait qu'à plus ou moins long terme, il ne pourra pas reprendre son poste. Autant profiter de cet arrêt maladie dans la mesure où c'est médicalement faisable, qu'il puisse suivre des bilans de compétences, ça fait un petit moment que ça fonctionne, mais aussi suivre des formations. Donc, c'est possible, mais assurez-vous bien que tout est calé, même notamment dans votre règle, notez soit dans votre règlement intérieur ou dans votre règlement de formation, cette possibilité-là, et les conditions, c'est-à-dire avis médical et assurance. Via le CNFPT ou via le CPF, CNFPT ou CPF, les deux sont jouables et même les deux en même temps peuvent être jouables, puisqu'un agent peut utiliser son CPF ou CNFPT. Mais ça peut être une formation, on parlait de formation poids lourd, je ne pense pas que le CNFPT en fasse. Si votre agent en maladie peut physiquement suivre cette formation-là dans un organisme privé, il le peut à partir du moment où tout ça est acté. Là où ça va être un peu compliqué, c'est que du coup, le CPF sur son temps de travail, s'il est en arrêt, voilà. On sera principalement du coup sur le financement là. Chaque agent a-t-il lui-même accès à son CPF? Oui.
tout le monde, privé, public, tout le monde. C'est sur mon compte formation. Pour y rentrer, c'est relativement simple. Vous savez, vous avez les ID Connect, France Connect, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces trucs sécurisés. Vous rentrez votre numéro de sécu ou votre numéro d'impôt avec un code et tout le monde y a accès. Oui. France Connect, c'est ça, oui. Oui, sur Net Entreprise, oui. Donc, où l'employeur voit le solde CPF de ses agents, c'est sur Net Entreprise, oui. Et c'est via l'application, je crois que c'est PEPS, l'application de l'URSSAF, où vous devrez décrémenter, alors là, c'est pas l'agent qui le fait, c'est la collectivité qui doit décrémenter les heures quand un agent utilise son CPF. Mais ça, dans le document qu'on vous a transmis, on vous a donné qu'on vous a transmis, pardon, qui est sur le site par rapport à la rencontre statut d'octobre. Vous avez des liens pratiques pour gérer ça. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de précision. Sinon, on va vous laisser à votre pause café, peut-être. Alors, juste avant de vous laisser, pour ma part, je vous rappelle notre prochain rendez-vous statut. On se donne rendez-vous le jeudi 10 avril à 9 h et on parlera cette fois-là du RIFSEP. Donc, vous expliquer, vous rappeler les règles en matière de RIFSEP, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire un petit topo sur l'évolution de la jurisprudence en la matière, sur l'évolution de notre avis de principe que nous avons fait passer au CST du 4 mars, vous accompagner sur toutes les modalités de mise en place et puis vous redonner les liens vers de nouveaux modèles qui pourront, on l'espère, vous accompagner en la matière. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez des questions personnelles, puisque je vois peut-être une dernière question en matière de formation de la mairie de Senaux. Ludovic, du coup, je me permets de te la dire en direct. Oui, parce que je ne la vois pas. Alors, un agent en congé maternité peut-elle également suivre des formations durant son congé maternité? Je crois bien que oui. Faudrait que je le vérifie. Du coup, je veux bien que vous m'envoyiez un mail. Je suis sûr à 90% que oui, mais je voudrais pas vous dire une bêtise. Donc, vous m'envoyez un mail et je vérifie et je vous répondrai. Peut-être, mairie de Senaux, dans le mail préciser à notre collègue Ludovic les modalités de formation qui sont envisagées par cet agent, parce que cela peut sans doute avoir un impact sur cette possibilité. Donc vraiment, n'hésitez pas, on insiste à chaque fois, donnez-nous un maximum d'éléments, un maximum d'informations. Ça nous permet vraiment de répondre au cas par cas. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée. Merci Ludovic pour cette présentation qui était très claire. On a beaucoup de remerciements à ton égard sur le chat. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci Morgane, merci Rebecca, merci Pierre pour vos interventions respectives.